Lorsque lui arriva cette histoire de pigeon qui, du jour au lendemain, bouleversa son existence, Jonathan Noël avait déjà dépassé la cinquantaine. Il avait derrière lui une période d'une bonne vingtaine d'années qui n'avait pas été marquée par le moindre événement, et jamais il n'aurait escompté que pût encore lui arriver rien de notable, sauf de mourir un jour. Et cela lui convenait tout à fait, car il n'aimait pas les événements, et il avait une véritable horreur de ceux qui ébranlaient son équilibre intérieur et chamboulaient l'ordonnance de sa vie. La plupart des événements de ce genre se situaient, Dieu merci, fort loin dans les temps anciens de son enfance et de sa jeunesse, et il préférait ne plus s'en souvenir du tout, ou bien alors ce n'était qu'avec un extrême déplaisir. Ainsi, un après-midi d'été, du côté de Charenton, en juillet 1942, comme il revenait de pêcher à la ligne, il avait fait un orage ce jour-là, et puis il avait plu, après une longue période de chaleur, et sur le chemin du retour, il avait ôté ses chaussures, avait marché pieds nus sur l'asphalte chaud et trempé. Il avait pataugé dans les flaques, plaisir indescriptible. Il revenait donc de pêcher à la ligne et avait couru à la cuisine, pensant trouver sa mère en train de préparer le repas, et voilà que sa mère n'y était plus. Il n'y avait plus que son tablier jeté sur le dossier de la chaise. Son père lui avait dit que sa mère était partie. Elle y avait été obligée pour un voyage qui durerait assez longtemps. On l'a amenée, dirent les voisins. On l'a d'abord menée au vélodrome d'hiver, puis au camp de Drancy. De là on part vers l'est, et personne n'en revient. Et Jonathan ne comprit rien à cet événement. L'événement l'avait complètement désorienté. Et quelques jours plus tard, son père avait disparu lui aussi. Et Jonathan et sa petite sœur se retrouvèrent dans un train qui roulait vers le sud. Et d'abord des hommes complètement inconnus leur firent traverser un pré, les traînèrent à travers un bois et les mirent à nouveau dans un train qui roula vers le sud, très loin, incompréhensiblement loin. Et un oncle qu'il n'avait encore jamais vu vint les chercher à Cavaillon et les amena dans sa ferme, près de la localité de Puget, dans la vallée de la Durance, et les y cacha jusqu'à la fin de la guerre. Ensuite, il les fit travailler dans les champs de légumes. Au début des années 50, Jonathan commençait à prendre goût à sa vie de travailleur agricole. L'oncle exigea qu'il parte pour l'armée, et Jonathan s'engagea docilement pour 3 ans. Pendant la première année, il fut exclusivement occupé à s'accoutumer aux désagréments de la vie grégaire et brutale des casernes. La deuxième année, il fut embarqué pour l'Indochine. Il passa le plus clair de la troisième année à l'hôpital, avec une blessure au pied, une blessure à la jambe et une dysenterie amibienne. Quand il revint à Puget, au printemps 1954, sa sœur avait disparu, émigrée au Canada, lui dit-on. L'oncle exigea alors que Jonathan se marie dans les plus brefs délais, et ce avec une jeune fille du nom de Marie Bacouche, du village voisin de Loris. Et Jonathan, qui n'avait encore jamais vu la jeune fille, fit gentiment ce qu'on lui disait, et le fit même de bon cœur, car, bien qu'il n'eût qu'une idée peu précise de ce qu'était le mariage, il espérait néanmoins y trouver enfin cet état de calme monotone et exempt d'événements qui était tout ce qu'il désirait. Mais au bout de 4 mois déjà, Marie Bacouche mit au monde un petit garçon, et dès l'automne de la même année, elle filait avec un Tunisien fruitier à Marseille. De toutes ces péripéties, Jonathan Noël tira la conclusion qu'on ne pouvait se fier aux humains et qu'on ne saurait vivre en paix qu'en les tenant à l'écart. Et comme, de surcroît, il était à présent l'objet des railleries du village, ce qui ne le dérangeait pas à cause des railleries en elles-mêmes, mais à cause de l'attention générale qu'il suscitait par là. Pour la première fois de sa vie, il prit une décision par lui-même. Il alla au Crédit Agricole, retira ses économies, fit sa valise et prit le train pour Paris. Il eut alors par 2 fois beaucoup de chance. Il trouva du travail comme vigile d'une banque de la rue de Sèvres, où il trouva un logement, une chambre de bonne au 6e étage d'un immeuble de la rue de la Planche. On y accédait en passant par l'arrière-cour, par le petit escalier de service et par un étroit couloir prenant maigrement le jour par une seule fenêtre. Sur ce couloir donnaient 2 douzaines de petites chambres aux portes numérotées et peintes en gris, et tout au fond se trouvait le numéro 24, la chambre de Jonathan. Elle mesurait 3,40 m de long, 2,20 m de large et 2,50 m de haut, et offrait pour tout confort un lit, une table, une chaise, une ampoule électrique et un porte-manteau, rien d'autre. Il fallut attendre les années 60 pour qu'on renforce les lignes électriques, de sorte qu'on put brancher un réchaud et un radiateur, et pour qu'on installe des conduites d'eau, si bien que les chambres furent dotées de lavabos et de chauffe-eau. Jusque-là, tous les habitants des chambres de bonne, sauf s'ils utilisaient indûment un réchaud à alcool, mangeaient froid, dormaient sans chauffage, et lavaient leurs chaussettes, leur petite vaisselle, et se lavaient eux-mêmes à l'eau froide.
à un seul point d'eau, dans le couloir, juste à côté de la porte des WC communs. Tout cela ne gênait nullement Jonathan. Ce n'était pas le confort qu'il recherchait, mais une demeure sûre qui lui appartint à lui et à lui seul, qui le mit à l'abri des surprises désagréables de la vie, et d'où personne ne pourrait plus le chasser. Et lorsqu'il pénétra pour la première fois dans la chambre numéro 24, il sut aussitôt à quoi s'en tenir. C'est ça, c'est ce que tu voulais en fait depuis toujours, c'est là que tu demeureras. Tout comme c'est, paraît-il, le cas de bien des hommes qui connaissent ce qu'on appelle le coup de foudre et qui, en un éclair éblouissant, savent que cette femme qu'ils n'avaient jamais vue est la femme de leur vie, qu'ils la posséderont et qu'ils resteront auprès d'elle jusqu'à la fin de leurs jours. Jonathan Noël loua cette chambre pour 5000 anciens francs par mois. De là, il se rendait chaque matin à son travail dans la toute proche rue de Sèvres, rentrait le soir avec du pain, du saucisson, des pommes et du fromage, mangeait, dormait et était heureux. Le dimanche, il ne quittait pas sa chambre, il y faisait le ménage et mettait des draps propres à son lit. Il vécut ainsi tranquille et content, année après année, lustre après lustre. Certaines réalités extérieures changèrent entre-temps, comme le montant des loyers et le style des locataires. Dans les années 50, beaucoup de bonnes logeaient encore dans les autres chambres, et de jeunes couples et quelques retraités. Par la suite, on vit fréquemment emménager et déménager des Espagnols, des Portugais, des Maghrébins. À partir de la fin des années 60, il y eut une majorité d'étudiants. Finalement, les 24 chambrettes ne furent plus toutes louées. Beaucoup restèrent vides ou bien servirent à leurs propriétaires, occupant des appartements bourgeois, des étages moins élevés, de débarras ou de chambres de dépannage pour les hôtes occasionnels. Au cours des années, le numéro 24 de Jonathan était devenu un logis relativement confortable. Il avait acheté un lit neuf, installé un placard, recouvert de moquettes grises ses 7 mètres carrés et demi de sol, et habillé son coin toilette et cuisine d'un beau papier plastifié de couleur rouge. Il possédait une radio, un appareil de télévision et un fer à repasser. Ses provisions n'étaient plus accrochées comme auparavant dans un sac à l'extérieur de la fenêtre. Il les conservait dans un minuscule frigo placé sous le lavabo, si bien que, même au plus fort de l'été, il n'avait plus son beurre qui coulait ou son jambon qui séchait. À la tête de son lit, il avait installé une étagère où il n'y avait pas moins de 17 livres, une petite encyclopédie médicale en 3 volumes, quelques beaux ouvrages illustrés sur l'homme de Cro-Magnon, la métallurgie de l'âge du bronze, l'Égypte des pharaons, les Étrusques et la Révolution française, un livre sur la marine à voile, un sur les drapeaux, un sur la faune tropicale, 2 romans d'Alexandre Dumas, père, les Mémoires de Saint-Simon, un livre de cuisine sur les repas à plat unique, le Petit Larousse et le manuel des personnels de garde et de surveillance, comprenant en particulier les consignes concernant l'utilisation du pistolet réglementaire. Sous le lit étaient entreposées une douzaine de bouteilles de vin rouge, dont une de Château Cheval Blanc grand cru classé que Jonathan gardait pour le jour où il prendrait sa retraite, en 1998. Une ingénieuse disposition des lampes électriques faisait qu'en 3 différents endroits de sa chambre, à savoir au pied comme à la tête de son lit et devant sa petite table, Jonathan pouvait s'asseoir et lire son journal sans être ébloui et sans se faire de l'ombre. Du fait de ses nombreuses acquisitions, il est vrai que la chambre était devenue encore plus petite, elle s'était quasiment développée vers l'intérieur comme un coquillage qui aurait sécrété trop de nacre, et avec tous ses aménagements divers et raffinés, elle ressemblait plutôt à une cabine de bateau ou à un compartiment luxueux de wagon-lit qu'à une modeste chambre de bonne. Mais elle avait conservé 30 années durant sa qualité essentielle. Elle était et demeurait pour Jonathan, dans un monde peu sûr, un îlot de sécurité. Elle restait son ancrage et son refuge, sa maîtresse, oui, sa maîtresse, car elle l'accueillait tendrement en elle, sa petite chambre. Lorsqu'il rentrait le soir, elle le réchauffait et le protégeait. Elle nourrissait son corps et son âme. Elle était toujours là quand il avait besoin d'elle, et elle ne l'abandonnait jamais. Elle était de fait la seule chose qui, dans sa vie, se fût avérée digne de confiance. Et c'est pourquoi il n'avait jamais songé un instant à se séparer d'elle, même maintenant qu'il avait plus de 50 ans et qu'à l'occasion il éprouvait quelque peine à gravir jusqu'à elle tous ces escaliers, et que ses appointements lui auraient permis de louer un véritable appartement et d'avoir sa cuisine, ses WC et sa salle de bain. Il restait fidèle à sa maîtresse. Il était même sur le point de resserrer encore les liens qui les unissaient l'un à l'autre. Il entendait rendre leur liaison à tout jamais indissoluble. Il voulait en effet l'acheter. Il avait déjà passé contrat avec madame Lassalle, sa propriétaire. Cela allait lui coûter 55 000 nouveaux francs,
Il en avait déjà versé 47 000. Les 8 000 restants étaient payables à la fin de l'année, et dès lors elles seraient définitivement à lui, et rien au monde ne pourrait désormais les arracher l'un à l'autre, lui, Jonathan, et sa chambre chérie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Voilà où en étaient les choses, lorsqu'en août 1984, un vendredi matin, se produisit l'histoire du pigeon.